Salutations et bienvenue dans ce 5e épisode de la série de podcasts Éminence Grise consacrée au thème du pouvoir. Je rappelle que les articles évoqués dans cette série sont tirés de l'ouvrage Le pouvoir, concept, lieu, dynamique, édité en 2014 sous la direction du professeur Jean-Vincent Olindre. Dans ce 5e épisode, nous allons nous concentrer sur les 3 articles suivants. L'État en France au XXIe siècle, par Luc Rouban, Qui gouverne les politiques publiques, par Yves Surel, et les groupes d'intérêt, par Michel Offerlé. C'est parti pour un plongeon direct dans les méandres du pouvoir. L'État en France au début du XXIe siècle, par Luc Rouban. Au début des années 2000, et cela reste le cas de nos jours, il existe 2 idées reçues au sein de la population concernant l'État français en lui-même. Je ne parle pas des différents gouvernements, mais bel et bien de l'appareil d'État, son fonctionnement, ses institutions. La première consiste à croire que l'État en France est une machine unique qui fonctionne d'un seul corps. Ça n'est pas du tout le cas. L'État français est un des rares exemples d'institutions aux influences diverses mais regroupées. Pour schématiser, l'État français peut faire penser aux Avengers. Chaque ministère est un membre distinct de l'appareil d'État et ils n'ont pas le même niveau d'influence. Par exemple, les ministères de l'Intérieur ou celui des Affaires étrangères ont évidemment plus d'influence que le ministère des Transports ou encore celui de l'Agriculture. La seconde idée reçue serait de croire que l'État français est affaibli et perd de sa puissance face à la mondialisation et aux multinationales. D'apparence, on serait très tenté d'y croire, car lorsqu'on voit la France incapable de soutirer une juste imposition aux GAFAM, la question de sa faiblesse est légitime. La crise de 2008 a toutefois, il est vrai, grandement affaibli l'État français, comme la plupart des pays occidentaux d'ailleurs. Et aujourd'hui, face à la perte d'Alstom, la question ressurgit. Néanmoins, l'État reste prépondérant sur bien des domaines et a su, depuis les années 1980, résister à la vague néolibérale qui a submergé les USA, avec le président Reagan, et le Royaume-Uni, avec Margaret Thatcher. Seulement, on le ressent aujourd'hui, l'État recule nettement face au marché et surtout face à la Commission européenne en ce qui concerne le champ néolibéral. Le président Emmanuel Macron est en train de faire sauter les dernières digues du patrimoine national. Après une grosse partie des autoroutes et la plupart des aéroports nationaux et régionaux, M. Macron offre au secteur privé la Française des Jeux et les aéroports de Paris. D'ailleurs, précise l'auteur, la volonté des néolibéraux est que l'État recule encore davantage et ne s'occupe plus que de ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire la sécurité, police, pompiers, gendarmes, la justice, la défense et la diplomatie. En d'autres termes, il faudrait privatiser tout le reste, c'est-à-dire la santé, l'éducation, les transports et même l'accès à l'énergie. Mon analyse personnelle est que la véritable volonté du président Emmanuel Macron et de la Commission européenne serait de faire de la France une sorte de copier-coller du système américain. On le voit de plus en plus avec la dégradation des services publics en général, dans les hôpitaux, chez les pompiers, dans l'éducation nationale, à la SNCF. Et j'aime autant vous le dire, si la politique nationale continue ainsi les prochaines années, vous avez intérêt à gagner plus de 2 000 € par mois, sinon vous allez vraiment galérer un maximum. Mais admettons que le président change d'avis et décide de refonder un État social et redistributif fort. Il n'aura pas toute la liberté nécessaire pour cela. L'État français reste soumis à la Commission européenne. Et d'ailleurs, la monnaie unique, l'euro, limite également le développement de l'économie nationale, car l'euro est annexé à l'ancienne monnaie allemande, qui était plus forte que le franc. C'est pour cela que lors du passage à l'euro, tous les prix semblaient avoir augmenté en un minimum de temps. L'origine de la crise de confiance actuelle, et par actuelle il faut comprendre le début des années 2010, mais rassurez-vous c'est toujours le cas en 2020, est principalement liée à la crise de 2008, qui en fracassant le secteur privé a réduit le pouvoir de l'État qui ne pouvait pas compter sur l'imposition de certaines entreprises. De plus, l'État et en particulier les impôts des citoyens ont dû servir à renflouer nos banques nationales, notamment la Société Générale qui par des décisions désastreuses de ses dirigeants avait perdu plus de 4 milliards d'euros. Vous ne rêvez pas, les impôts de vos parents durant les années 2009-2010 ont en partie servi à sauver une banque privée de la noyade. Des milliards qui auraient sans doute été plus utiles ailleurs, au hasard, dans les universités ou l'entretien des lignes de la SNCF. Les idées ne manquent pas. Bref, même s'il est fragmenté, même s'il est soumis à la Commission européenne, même s'il a du mal à lutter contre les travers de la mondialisation, l'État français reste une structure forte. Mais elle ne le restera pas longtemps si nous continuons à voter pour des carriéristes, pour qui l'État n'est qu'un tremplin, et qui une fois leur mandat passé, iront travailler dans le privé. L'État peut redevenir une force de premier plan, mais il faut en donner les clés à de véritables citoyens, éclairés et qui cherchent à garantir la souveraineté économique et à renforcer les institutions afin d'être au service de ces citoyens, au lieu d'être à la botte des marchés financiers.
Qui gouverne les politiques publiques ? Par Yves Surel. Il semble que chaque élection présidentielle tourne autour d'un axe majeur. Celui de la sécurité ? Non. Celui de l'immigration peut-être ? On serait tenté, mais non. Celui de l'éducation alors ? Encore moins. Le sujet majeur englobe les 3 précédents. Il s'agit des dépenses publiques. Schématiquement, les impôts de toutes sortes et la gestion des recettes de ces impositions. Alors comment relancer la croissance et l'emploi ? Quelles sont les réformes sociales prioritaires ? Doit-on commencer la transition énergétique maintenant ? Et selon quel rythme ? Les politiques publiques deviennent le visage de la volonté politique d'un pays. Ainsi, lorsqu'un gouvernement privilégie l'austérité et le remboursement de la dette en contraignant l'éducation et la santé, et en même temps réduit largement l'imposition des grandes entreprises et des ménages à haut revenu, il est normal que ce gouvernement soit taxé de politique pro-financière et de président des ultra-riches. Une étude durant les années 2000 menée par 2 chercheurs, Jacob Hecker et Paul Pearson, sur les logiques de pouvoir aux États-Unis, ont démontré une évolution dans les prises de décision. En effet, les politiques publiques états-uniennes étaient de plus en plus concentrées autour des profits d'une minorité d'individus et de groupes sociaux. Un grain de sable dans les rouages de la démocratie ou véritable détournement de l'intérêt public. Par exemple, on l'a vu dans l'article précédent, même si l'État français souhaite que sa politique publique aille dans le sens d'une redistribution massive des richesses afin d'améliorer le quotidien de ses habitants, la Commission européenne pourrait être en mesure de l'en empêcher, car selon cette commission, cette politique serait néfaste à la compétitivité des entreprises au sein de l'Union européenne. Donc au final, qui gouverne réellement les politiques publiques ? Avec la multiplicité des acteurs au niveau local, la région, la métropole, les communes, ainsi que celle des acteurs supranationaux, l'Union européenne, la Commission, l'État seul n'est plus en mesure d'imposer une politique nationale sur un thème donné, ou bien elle ne sera que d'apparence. De toute manière, l'État peut très bien vouloir des classes de 20 élèves au maximum, mais les communes n'ont pas toutes la même densité de population, ni les mêmes infrastructures. Et il est donc parfois impossible d'appliquer localement certaines conditions de l'État. Cette manière de gouverner différemment selon les localités est aussi appelée gouvernance multiniveau. Et cette gouvernance multiniveau se développe dans tous les domaines du quotidien du pays. Le logement, la santé, le transport, la sécurité. D'ailleurs, il n'y a pas que les acteurs publics dans cette gouvernance multiniveau. On y retrouve aussi très souvent des acteurs du secteur privé. Il peut s'agir d'associations de parents d'élèves qui vont tenter d'infléchir les décisions au niveau local ou de partenariats public-privé lors de la construction d'infrastructures, comme des complexes sportifs, où l'on se retrouve avec des noms comme le stade Allianz Riviera de l'OGC Nice. Rien de tel qu'un stade de foot comme panneau publicitaire. Cet exemple est le résultat d'idéologie néolibérale qui soutient que l'État, ou le secteur public en général, doit pouvoir laisser la place à certaines entreprises plus à même d'accomplir certaines missions, comme la construction du stade de Nice. Pour conclure, la mondialisation et la soumission à la Commission européenne réduisent tout de même fortement la capacité d'une nation à décider à moyen et à long terme de l'orientation de ses politiques publiques. C'est pour cela que depuis la crise de 2008, au lieu de changements structurels et systémiques, les gouvernements successifs ont mis en place de petites solutions à court terme, n'arrangeant qu'une faible partie des populations et qui n'apportaient surtout aucun changement concret. Ceux qui ne réfléchissent pas aux conséquences de leur passé sont condamnés à le revivre. Les groupes d'intérêt par Michel Offerlé. Cela peut paraître incroyable, mais ils ne sont pas nombreux les citoyens qui ont connaissance de ce qu'est un groupe d'intérêt. Ils sont à peine plus nombreux ceux qui savent définir ce qu'est un lobbyiste. Nous avons également tendance à croire que les lobbyistes sont les serviteurs dévoués des multinationales qui chuchotent les lois et les normes à nos représentants, les députés et les sénateurs, ou directement à nos ministres, voire au président lui-même, dont on a eu vent de la rencontre avec le PDG de BlackRock France sur la réforme des retraites. Mais certains syndicats corporatistes puissants, comme les avocats ou les médecins, de même que les ONG humanitaires comme Greenpeace ou Amnesty International, font également du lobbying. Néanmoins, ces derniers n'ont pas du tout les mêmes moyens. Une étude a révélé que les lobbies citoyens auprès du Parlement européen auraient un budget de 4 millions d'euros annuels, alors que les lobbies de groupes industriels cumuleraient plus de 120 millions d'euros annuels. Il est clair que les citoyens n'ont pas la même puissance de frappe que les intérêts privés. Toutefois, le but de ces lobbies n'est pas d'accaparer le pouvoir, mais d'y exercer une influence suffisante pour que les lois soient en leur faveur, ou en tout cas ne les gênent pas trop. C'est pourquoi des scandales éclatent, comme lors du Dieselgate entamé par Volkswagen. Face à un tel scandale de pollution et de triche industrielle, le Parlement européen a dû réagir. Donc ils ont imposé de nouvelles normes et des sanctions. Mais les lobbies ont fait leur travail, et ainsi, ces normes et ces sanctions, au lieu d'être immédiates, ne seront mis en place que dans plusieurs années, permettant aux fautifs de se mettre à jour, sans perdre leur part de marché. C'est également le cas du lobby plastique, avec la fin de toute production en plastique jetable d'ici 2040. Il y a urgence
mais les lobbyistes font en sorte de la freiner autant que possible. Toutefois, l'éclatement de la sphère Internet a permis l'entrée en scène d'une multitude de nouveaux acteurs et associations de défense civile, comme de nos jours l'association Attaque, Les Indignés, Occupy Wall Street, Anticorps ou encore Extinction Rebellion. Toutefois, pour que ces groupes existent et continuent d'exister, ils doivent le faire au travers d'actions mais également de représentants nationaux qui traduiront les attentes de leur groupe. C'est parce que les Gilets jaunes n'ont pas trouvé de leader national qui puisse porter de manière claire leurs revendications que le mouvement est éclaté et incohérent. Extinction Rebellion, au contraire, a mis en place une stratégie de non-violence, d'occupation de zones et trouve des représentants ou en tout cas des porte-paroles au travers du paysage politique écologique, ce qui lui permet une influence dans les prises de décision politiques. Le désir d'appartenance à un lobby industriel ou à un mouvement associatif peuvent trouver des origines communes. Dans le premier cas, le lobbyiste le fait peut-être par idéologie, car son industrie est la mieux placée pour répondre aux problèmes de notre temps, mais c'est généralement pour une question de confort matérialiste. Salaire élevé, voiture haut de gamme, etc. Pour le militant associatif, ce sera généralement par idéologie. Son association est évidemment la mieux placée pour répondre aux problèmes de notre temps. Mais il y a également un levier qui est celui de la reconnaissance sociale. C'est quelque chose de puissant que d'être reconnu pour son combat auprès de ses concitoyens. L'un des facteurs communs aux lobbyistes et aux militants est également l'accès simplifié à certains réseaux d'influence au niveau local et national, voire au-delà en fonction de l'ambition de l'un et de l'autre. Les groupes d'intérêt permettent également d'intervenir dans le débat et la formation des lois sur le secteur qui les concerne. Si la loi implique un changement général, comme c'est le cas pour la réforme des retraites en France, chaque groupe ira défendre son secteur et s'il le faut, s'uniront pour dire non à la réforme telle qu'elle. Toutefois, si un secteur particulier estime avoir eu ce qu'il voulait, il ne cherchera pas forcément à défendre les autres. Ce qu'il fut le cas du régime spécial des forces de l'ordre, qui, une fois son maintien obtenu, cessa de faire grève aux côtés des autres régimes. Enfin, il faut se prémunir des représentants de certains groupes qui, par leur proximité régulière avec le pouvoir, valident des lois et des projets qui sont néfastes à leur profession, mais qui ne les entament pas eux-mêmes en tant que représentants. Je peux prendre par exemple celui de la FNSEA, le syndicat majoritaire du monde agricole français, dont les dirigeants font la promotion de l'élevage industriel et de l'agriculture intensive, alors que l'on sait pertinemment que ce sont ces méthodes qui détruisent la plupart des petites exploitations. Récemment, un nouveau scandale a éclaté dans ce syndicat lorsque leur rémunération excessive a été dévoilée et que l'on connaît la situation catastrophique des agriculteurs en général. Nous arrivons donc à la fin de ce 5e épisode, j'espère qu'il vous aura appris autant de choses qu'à moi, et s'il vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir à l'algorithme de YouTube et autant à votre serviteur. Dans le prochain et dernier épisode, nous verrons les articles suivants. La construction de l'opinion publique, par Philippe Cabin, Les élites, une classe internationale, par Anne-Catherine Wagner, et Le pouvoir des organisations internationales, par Franck Petiteville. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite d'excellentes lectures, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Éminence Grise.